marchandises et monnaie, donc. Sous-chapitre 2, moyens de circulation. Petit a, la métamorphose des marchandises. On a vu que le procès d'échange des marchandises inclut des relations contradictoires exclusives les unes des autres. Le développement de la marchandise n'abolit pas ces contradictions, mais crée la forme au sein de laquelle elles peuvent se mouvoir. De manière générale, c'est la méthode par laquelle des contradictions réelles se résolvent. C'est une contradiction par exemple qu'un corps tombe sans cesse sur un autre corps et s'en enfuit tout aussi continuellement. L'ellipse est une des formes de mouvement où cette contradiction se réalise autant qu'elle se résout. Dans la mesure où le procès d'échange fait passer des marchandises de mains où elles sont non valeur d'usage en des mains où elles sont valeur d'usage, il s'agit d'un échange de matière, métabolisme social. Le produit d'un type de travail utile remplace celui d'un autre. Une fois parvenue à l'endroit où elle sert de valeur d'usage, la marchandise passe de la sphère de l'échange des marchandises dans la sphère de la consommation. Seule la première sphère nous intéresse pour l'instant. Nous devons donc considérer tous les process sous l'aspect de sa forme, et donc n'examiner que le changement de forme ou la métamorphose des marchandises, dont la médiation permet le métabolisme social. L'idée tout à fait déficiente que l'on se fait de ce changement de forme, indépendamment des confusions sur le concept de valeur proprement dit, est imputable au fait que tout changement de forme d'une marchandise s'accomplit dans l'échange de deux marchandises. D'une marchandise ordinaire et de la marchandise monnaie. Donc lui, il considère que la monnaie est une marchandise pour... voilà. Il l'avait dit avant. Si l'on s'en tient exclusivement à ce moment matériel, à l'échange de marchandises contre de l'or, on perd justement de vue ce que l'on était censé voir, à savoir ce que la forme subit. On oublie que l'or en tant que simple marchandise n'est pas monnaie et que les autres marchandises se rapportent elles-mêmes, dans leur prix, à l'or comme à leur propre figure monétaire. Les marchandises entrent d'abord avec leurs habits de tous les jours, sans dorure ni sucrage dans le procès d'échange. C'est lui qui produit une duplication de la marchandise en marchandise et monnaie. Produit une opposition extérieure où elles exposent leur opposition immanente entre valeur d'usage et valeur. Cette opposition, les marchandises en tant que valeur d'usage font face à la monnaie en tant que valeur d'échange. D'autre part, les deux termes de l'opposition sont des marchandises, donc des unités de valeur d'usage et de valeur. Mais cette unité de différence se présente sur chacun des deux pôles de manière inversée et expose ainsi en même temps leurs relations réciproques. La marchandise est réellement valeur d'usage. Toute la société capitaliste. Merci Mainouche pour le follow. Prononce mal le pseudo, n'hésite pas à dire, je peux corriger. Donc d'autre part, les deux termes de l'opposition sont des marchandises, donc des unités de valeur d'usage et de valeur. Mais cette unité de différence se présente sur chacun des deux pôles de manière inversée et expose ainsi en même temps leurs relations réciproques. La marchandise est réellement valeur d'usage. Son être de valeur n'apparaît qu'idéalement dans le prix qui la réfère à son vis-à-vis l'or, qui est sa figure de valeur réelle. Inversement, le matériau or n'a de sens que comme matérialisation de la valeur, comme monnaie. C'est pourquoi il est réellement valeur d'échange. Sa valeur d'usage n'apparaît plus que de manière idéale dans la série des expressions de valeur relatives où il se rapporte aux marchandises qui lui font face, comme à la sphère de ses figures utiles réelles. Ces formes opposées des marchandises sont les formes de mouvement effectives de leur procès d'échange. Accompagnons maintenant un possesseur de marchandises, notre vieil ami le tisseur de lin par exemple, sur la scène du procès d'échange au marché des marchandises. La marchandise, 20 tonnes de toile, est déterminée en prix, 2 livres sterling. Il l'échange contre 2 livres sterling et, en homme de bien qu'il est, rééchange ces 2 livres sterling contre une bible familiale du même prix. La toile, qui n'est pour lui que marchandise, que porteur de valeur, porteuse parce que c'est de la toile, porte, est aliénée contre de l'or, qui est sa figure de valeur, et à partir de cette figure, réaliénée en sens inverse contre une autre marchandise, la Bible, laquelle, toutefois, s'en va en tant qu'objet utile, foyer du tisserand où elle est censée y satisfaire des besoins d'édification. Le procès d'échange de la marchandise s'accomplit donc en deux métamorphoses opposées et complémentaires, transformation de la marchandise en argent et retransformation de l'argent en marchandise. Note de bas de page 65. Mais tout vient du feu, disait Héraclite, et le feu de tout, comme les denrées, viennent de l'or et l'or des denrées. Voilà, citation de Lassalle, des philosophi Heracleitos des
Dun kein, Berlin 1858. Une note erronée de la salle à cet endroit fait de la monnaie un simple signe de valeur. Fin de note de bas de page. Les moments de la métamorphose de la marchandise sont en même temps un commerce du possesseur de marchandises. Ah ouais d'accord, pardon, j'ai mal compris la phrase donc j'ai lu n'importe comment. Les moments de la métamorphose de la marchandise sont en même temps un commerce du possesseur de marchandises. Vente, échange de la marchandise contre de l'argent. Achat, échange de l'argent contre la marchandise. Et unité de ces deux actes. Il vend pour acheter. Si votre tisserand considère maintenant le résultat final de son négoce, il verra qu'il possède une Bible à la place de la toile. À la place de sa marchandise initiale, une autre de même valeur mais d'utilité différente. C'est de la même manière qu'il s'appropriera ses autres moyens de subsistance et de production. De son point de vue, le procès tout entier ne fait que servir la médiation à l'échange du produit de son travail contre le produit d'un travail d'autrui, à l'échange de produits. Le procès d'échange de la marchandise s'accomplit donc dans le changement de la forme suivante. Marchandise, argent, marchandise. Ou en formule plus imagée, M, A, M. Du point de vue de son contenu matériel, le mouvement M vers M, échange de marchandise contre marchandise, est un échange de matière du travail social, et le procès proprement dit s'efface dans le résultat de ce métabolisme. Je baisse un tout petit peu la musique, j'ai l'impression que je la retrouve pas énormément. M vers A, première métamorphose de la marchandise, ou vente, ce saut de la valeur de la marchandise qui quitte sa chair de marchandise pour s'incarner dans celle de l'or, je l'ai appelé dans un autre ouvrage le salto mortale. Note de bas de page 65, à la fois saut de la mort et saut périlleux, fin de note, de la marchandise. S'il rate, ce n'est pas certes la marchandise qui s'écrase au sol, mais bien son possesseur, ou sa possesseuse. La division sociale du travail rend son travail aussi unilatéral qu'elle rend ses besoins multiples. C'est justement pourquoi son produit ne lui sert que de valeur d'échange. Mais ce produit n'acquiert sa forme d'équivalent universel socialement reconnu que dans l'argent, et l'argent se trouve dans la poche d'autrui. Pour le tirer de là, il faut avant tout que la marchandise soit valeur d'usage pour le possesseur d'argent. Il faut donc que le travail dépensé en elle le soit sous une forme socialement utile, s'avère être un maillon de la division sociale du travail. Mais la division du travail est un organisme de production qui se crée naturellement, dont les fils se sont tissés continuellement, de se tisser à l'insu des producteurs de marchandises. Ah, excusez-moi, j'ai lu n'importe comment, j'ai lu trop vite. Je recommence la phrase, mes excuses. Mais la division du travail est un organisme de production qui se crée naturellement, dont les fils se sont tissés et continuent de se tisser à l'insu des producteuristes de marchandises. Note de bas de page 65, production organismus, pour organisme de production. Fin de note. La marchandise est peut-être le produit d'un nouveau type de travail, qui prétend satisfaire un besoin nouvellement apparu ou veut d'abord le créer de son propre chef. Telle opération de travail particulière, qui était hier encore l'une des nombreuses fonctions d'un seul et même producteur de marchandises, peut se détacher aujourd'hui de ce lien, s'autonomiser et, de ce fait même, envoyer son produit partiel sur le marché comme une marchandise autonome. Que les conditions présidant à ce processus de dissociation soient arrivées à maturation ou pas. Ouais d'accord, en plus ça fait référence à la phrase d'avant, donc difficile de comprendre, je couperai ça sur YouTube de toute façon. Le produit satisfait aujourd'hui un besoin social. Ah non d'accord, c'est juste une erreur de traduction, je crois qu'ils ont pas mis de virgule. Ça devait être une virgule, donc je vais la refaire comme si c'était une virgule. Que les conditions présidant à ce processus de dissociation soient arrivées à maturation ou pas, le produit satisfait aujourd'hui un besoin social. Demain, il sera peut-être chassé, tout entier ou partiellement, par un produit d'espèce analogue. Le travail, celui de notre tisserand ou tisserande par exemple, a beau être un élément patenté de la division sociale du travail, la valeur d'usage de ces 20 zones de toile, à lui, ne s'en trouve nullement garantie pour autant. Si le besoin social de toile et ce besoin à sa propre... Ah d'accord, pardon. Les phrases sont alambiquées. Si le besoin social de toile et ce besoin à sa propre mesure, comme tous les besoins, est déjà saturé par les tisserands et tisserandes rivaux et rivales, le produit de notre ami est excédentaire, superflu et partant inutile. À cheval donné, on ne regarde...
À cheval donné, on ne regarde pas la bouche, mais le tisserand ne vient pas au marché pour y faire des cadeaux. Supposons cependant que la valeur d'usage de son produit surmonte l'épreuve et que par conséquent, l'argent soit attiré par cette marchandise. Une question se pose alors. Combien d'argent ? La réponse est en fait, moi je pense que la question lui a vite répondu, comme dirait l'autre, la réponse est en fait déjà anticipée dans le prix de la marchandise, dans l'exposant de sa grandeur de valeur. Nous faisons abstraction des éventuelles fautes de calcul subjectif du possesseur, heureuse de la marchandise. Faute que le marché corrige immédiatement de manière objective. Il est censé n'avoir dépensé en temps de travail dans son produit que la moyenne sociale nécessaire. Le prix de la marchandise n'est donc que le non monétaire du quantum, donc de la quantité de travail social objectivé en elle. C'est-à-dire qui a été nécessaire, il fait juste que dire d'une manière différente la phrase d'avant. Mais sans la permission de notre tisserande et à son insu, les conditions ancestrales de production du tissage sont entrées en fermentation. Ce qui était hier, sans aucun doute possible, le temps de travail social nécessaire à la production d'une aune de toile cesse de l'être aujourd'hui, comme le démontre très diligemment la possesseuse d'argent avec les cotations des différents rivaux et rivales de notre ami. Pour son malheur, il y a beaucoup de tisserands et tisserandes de par le monde. Supposons enfin que toute pièce de toile... Ah pardon, vous voyez pas que vous avez mis en page. Supposons enfin que toute pièce de toile sur le marché ne contienne que le temps de travail socialement nécessaire. La somme globale de ces pièces peut quand même contenir du temps de travail dépensé de manière superflue. Si le ventre du marché n'est pas à même d'absorber le quantum global de toile au prix normal de 2 shillings l'aune, cela prouve qu'une trop grande partie du temps de travail social global a été dépensée sous forme de tissage. L'effet est identique à celui que l'on aurait obtenu si chaque tisserand ou tisserande, pris ou prise individuellement, avait appliqué à son produit individuel plus que le temps de travail social nécessaire. Comme le dit le proverbe, pris ensemble, pendus ensemble. C'est pas très gai. La totalité de la toile présente sur le marché est considérée comme un article commercial unique, dont chaque pièce serait par aliquote. Alors aliquote, il l'utilise à chaque session, il le met, et à chaque fois je m'en souviens plus. Aliquote. Qui est contenu dans un nombre exact. Ah oui d'accord, oui. Aliquote, donc c'est une partie d'un tout en quelque sorte, je crois. Serait une part, d'accord, une partie. Je vois un petit coup. Et effectivement, la valeur de chaque aune individuelle n'est que la matérialisation d'un seul et même quantum socialement déterminé de travail humain identique. On voit que la marchandise aime l'argent, mais the course of true love never does run smooth. Note de bas de page, traduction de Shakespeare, qui nous parle en direct depuis sa cave. Le chemin de l'amour véritable n'est jamais sans embûches. De Shakespeare dans Le songe d'une nuit d'été. La structure quantitative de l'organisme social de production, qui expose ses membra disjecta, donc traduit membres disjoints, citation d'Horace, fin de note, dans le système de la division du travail est aussi naturellement contingente que sa structure qualitative. C'est pourquoi nos possesseuses de marchandises découvrent que cette même division du travail, qui les transforme en productrices privées indépendants en eux, rend indépendants de même le procès social de production et le rapport en son sein, que l'indépendance réciproque des personnes se complète au sein d'un système omnilatéral de dépendance factuelle. La division du travail transforme le produit en marchandise, et rend ainsi nécessaire la transformation du produit en argent. En même temps, elle rend contingente la réussite de cette transsubstantiation. Mais ici, il faut examiner le phénomène dans sa pureté, et donc présupposer son accomplissement normal. Du reste, il s'accomplit tout simplement. Si la marchandise n'est pas invendable, son changement de forme a toujours lieu, même s'il peut arriver que, dans ce changement de forme, une anomalie se produise et que de la substance, de la grandeur de valeur, vienne à être ajoutée ou perdue. Pour l'un ou l'une de ces possesseuses de marchandises, l'or remplace sa marchandise. Pour l'autre, la marchandise remplace son or. Le phénomène perceptible est le changement de place, ou de main, de la marchandise et de l'or, de 20 aunes de toile et de 2 livres sterling, c'est-à-dire leur échange. Mais contre quoi la marchandise s'échange-t-elle ? Contre sa forme figure de valeur universelle. Et l'or ? Contre une figure particulière de sa valeur d'usage.
Pourquoi l'or se présente-t-il en tant que monnaie face à la toile? Parce que le prix de cette dernière, 2 livres sterling, parce que son nom monétaire le rapporte déjà à l'or en tant que monnaie. La marchandise se dessaisit de sa forme marchandise originelle en s'aliénant, c'est-à-dire au moment où sa valeur d'usage attire effectivement l'or qui n'était qu'imaginé dans son prix. Attendez, il y a une note de bas de page assez longue. Note de bas de page 65, petit 4. Dessaisie, attendez, vous voyez pas, je baisse un peu, voilà. Dessaisie traduit ici Entäußerung, auquel fait écho juste après Veräußerung, que nous traduisons faute de mieux par aliénation, qui a ici un strict sens économique, en termes de vente. Fin de note. La réalisation du prix ou de la forme-valeur seulement idéale de la marchandise est donc en même temps, inversement, réalisation de la valeur d'usage de la monnaie seulement idéale. La transformation de la marchandise en argent est en même temps transformation de l'argent en marchandise. Le procès est à la fois unique et procès bilatéral. Vu du pôle du possesseur ou de la possesseuse de marchandises, c'est une vente. Du pôle opposé, la possesseuse d'argent. C'est un achat. Ou encore, la vente est achat. M vers A, donc marchandise vers argent, est en même temps argent vers marchandise, AM. Note de bas de page 66. Toute vente est achat, du Dr Kenney, dans Dialogue sur le commerce et les travaux des artisans et artisanes. Ou comme dit Kenney dans ses maximes générales, vendre est acheter. Et il y a une note de bas de page pour la note de bas de page, donc note 66 petit 1. Kenney cité par Dupont de Nemours, une maxime de Dr Kenney. Ok, c'est juste un renvoi à un autre texte. On continue. On a connu, jusqu'à présent, d'autres rapports économiques entre les êtres humains que celui qu'entretiennent les marchandises, et au sein duquel ils ne s'approprient le produit du travail d'autrui que dans la mesure où ils aliènent leurs propres produits. C'est pourquoi une possesseuse de marchandises ne peut se présenter comme possesseuse d'argent face à une autre possesseuse de marchandises que parce que le produit de son travail possède par sa nature la forme monnaie et donc le matériau de la monnaie, or, etc. Ou bien parce que sa propre marchandise a déjà subi une mue, c'est déjà dépouillé de sa forme d'usage originelle. Pour fonctionner comme monnaie, il faut bien sûr que l'or entre en quelque endroit sur le marché des marchandises. Ce point est situé à sa source de production, là où il s'échange en tant que produit immédiat du travail contre un autre produit du travail de même valeur. Mais dès cet instant, il représente des prix de marchandises sans cesse réalisés. Note 67, citation de Mercier de la Rivière, dans Ordre naturel et essentiel des sociétés politiques. Le prix d'une marchandise ne pouvant être payé que par le prix d'une autre marchandise. Voilà, fin de note de bas de page. Abstraction faite de l'échange de l'or à sa source de production contre une marchandise, l'or est dans les mains de toute possesseuse de marchandise, la figure extériorisée de sa marchandise aliénée et le produit de sa vente ou de la première métamorphose de la marchandise vers argent, MA. Pour avoir cet argent, il faut avoir vendu, comme dit Mercier de la Rivière, note de bas de page. L'or est devenu monnaie ou mesure de valeur idéale, parce que toutes les marchandises ont mesuré leur valeur en lui, et l'ont transformé ainsi en contraire imaginé de leur figure utile, et en leur figure de valeur. Il devient monnaie réelle parce que les marchandises, en étant universellement aliénées, en font leur figure utile véritablement extériorisée ou transformée, et par conséquent leur véritable figure de valeur. Dans sa figure de valeur, la marchandise perd toute trace de sa valeur d'usage naturel et du travail utile particulier, auquel elle doit son origine pour se transformer, telle la larve en cocon, en matérialisation sociale uniforme du travail humain non différencié. C'est pourquoi, à voir la monnaie, on ne distingue pas le type de marchandise transformée en elle. Dans leur forme monnaie, elles se ressemblent toutes. Il se peut donc que l'argent soit de la merde, bien que la merde ne soit pas de l'argent. En allemand dans le texte, en français dans le texte, hein, je n'ai pas inventé l'usage du terme Scheiße qui est là originellement. Nous supposerons que les deux jaunets, comme lequel notre tisserand aliène sa marchandise, sont la figure transformée d'un quarter de froment. Le quarter, c'est une unité de mesure. La vente de la toile, MA, est en même temps son achat, AM. Mais en tant que vente de la toile, ce procès entame un mouvement qui se termine par son contraire, par l'achat de la Bible.
La musique est plus assez forte. Hop. En tant qu'achat de la toile, il termine un mouvement commencé par son contraire, par la vente du froment. MA, toile, argent. Cette première phase de MAM, toile, argent, Bible, est en même temps AM, argent, toile. Dernière phase d'un autre mouvement, MAM, froment, argent, toile. La première métamorphose d'une marchandise se transforme de forme marchandise en monnaie. Et toujours en même temps, la deuxième métamorphose contraire d'une autre marchandise. Sa retransformation en forme monnaie, de forme monnaie en marchandise. Note 69. Comme nous l'avons noté plus haut, sauf exception de la productrice d'or ou d'argent qui échange son produit sans l'avoir préalablement vendu. AM. Deuxième métamorphose ou métamorphose finale de la marchandise. Achat. Étant la figure extériorisée de toutes les autres marchandises, le produit de leur aliénation universelle, la monnaie est la marchandise absolument aliénable. Elle dit tous les prix à rebours et se reflète ainsi dans tous les corps de marchandises, comme la matière sacrificatoire de son propre devenir de marchandise. En même temps, les prix, ces œillades que les marchandises lancent amoureusement à l'argent, montrent la limite de sa capacité de transformation, à savoir sa propre quantité. La marchandise disparaissant en se faisant argent, on ne saurait dire, sparaissant, fallait que je dise, on ne saurait dire à le voir comment il est parvenu dans les mains de son possesseuse, ni ce qui est transformé en lui. Non olet, note de bas de page, ça veut dire en latin, il n'a pas d'odeur. C'est ce qu'aurait répondu Vespasien, empereur romain de 69 à 79 après l'ère commune, en parlant de l'argent à son fils qui protestait contre l'imposition des Vespasiennes. Non olet, donc n'a pas d'odeur, quelle que soit son origine. S'il représente d'un côté des marchandises vendues, il représente d'un autre côté aussi des marchandises achetables. Note de bas de page 70. Si l'argent représente dans nos mains les choses que nous pouvons désirer acheter, il représente aussi les choses que nous avons vendues pour cet argent. De Mercier de la Rivière. Fin de note. Fin de citation d'ailleurs. AM. L'achat est en même temps vente. MA. La dernière métamorphose d'une marchandise est donc en même temps la première métamorphose d'une autre. Donc AM, l'achat est en même temps vente. MA, la dernière métamorphose d'une marchandise est donc en même temps la première métamorphose d'une autre. Pour notre tisserand ou tisserande, le CV de sa marchandise se termine par la Bible, en laquelle il a retransformé les 2 livres sterling. Mais le vendeur ou la vendeuse de Bible convertit en eau de vie les 2 livres sterling qu'il a touchés du la tisserande. AM, la phase finale de MAM, toile argent Bible, est en même temps MA, première phase de MAM, Bible argent eau de vie, ne livrant qu'un produit unique. Le productrice de marchandises la vend souvent en grande quantité, alors que ses multiples besoins le forcent à fractionner sans cesse le prix réalisé ou la somme d'argent encaissée en de nombreux achats de différentes marchandises. Non, pardon, j'ai mal lu. C'est pourquoi une seule vente débouche sur de nombreux achats de différentes marchandises. Voilà, fin de phrase. La métamorphose finale d'une marchandise constitue ainsi une somme de métamorphoses premières d'autres marchandises. Si nous considérons... Tout est lié en fait, c'est ça, il est en train de dire toutes les marchandises sont liées par ce qu'il appelle le procès d'échange. Ou plutôt, tous les procès d'échange sont liés dans une même formule, dans un même continuum. Une même ligne continue. C'est comme ça que je le comprends. Après, il est possible que je me gourre. Si nous considérons maintenant la métamorphose globale d'une marchandise, celle de la toile par exemple, nous voyons d'abord qu'elle consiste en 2 mouvements opposés qui se complètent l'un l'autre. MA et AM. Ces 2 transformations opposées de la marchandise s'accomplissent en 2 procès sociaux opposés qu'effectue la possesseuse de marchandises, en se reflétant dans 2 caractères économiques opposés de cette même possesseuse. Comme argent, j'improvise l'inclusif par-dessus parce que la traduction n'a pas été prévue du tout pour être écrite en inclusif. C'est ballot. Comme argent de la vente, elle devient vendeuse comme agent de l'achat, acheteuse. Mais comme dans toute transformation de la marchandise, ces 2 forme marchandise et forme monnaie, existent simultanément, simplement à des pôles opposés. Il se trouve quand même
que la même possesseuse de marchandises en tant que vendeuse fait face à une autre acheteuse. Et qu'en tant qu'acheteuse, une autre vendeuse lui fait face. Ah, c'est compliqué là, mon cerveau il bouillonne là. Tout comme la même marchandise passe successivement par les deux transformations inverses, de marchandise devient monnaie et de monnaie marchandise, la même possesseuse de marchandises interchange les rôles de vendeuse et d'acheteuse. Il ne s'agit donc pas de personnages fixes, mais de personnages qui changent sans cesse de personne au sein de la circulation des marchandises. Dans sa forme la plus simple, la métamorphose globale d'une marchandise suppose 4 extrêmes et 3 personae dramatis. Je sais pas ce que ça veut dire en latin. Personnage dramatique, c'est peut-être en rapport avec le théâtre, je sais pas. Pour commencer, la monnaie se présente à la marchandise comme sa figure de valeur, laquelle possède de l'autre côté, dans la poche d'autrui, une dure réalité objective. C'est ainsi qu'une possesseuse d'argent se présente face aux possesseuses de marchandises. Dès lors que la marchandise est transformée en monnaie, cette dernière se mue en sa forme équivalent éphémère, forme dont la valeur d'usage ou le contenu existe de ce côté de la ligne dans d'autres corps de marchandises. Comme point final de la première mutation de la marchandise, l'argent est en même temps le point de départ de la deuxième. Le vendeur du premier ou la vendeuse du premier acte devient ainsi acheteuse dans le deuxième où se présente à lui, comme vendeuse, une troisième possesseuse de marchandises. Note 71. Revolution Remake dit Dramatis personae, expression latine désignant la liste des personnages d'une pièce de théâtre. Voilà, c'est plus ou moins ce que j'avais en tête intuitivement. Note 71. Citation de Le Trône. Alors je vais faire quoi comme voix bizarre? J'aime bien cette voix. Alors j'adore cette voix-là, je sais pas si ça va passer bien. Arg, secours. Il y a donc 4 termes et 3 contractants, dont l'un intervient 2 fois. Le Trône. Fin de citation, fin de note de bas de page. Les deux phases inverses du mouvement de la métamorphose de la marchandise constituent un circuit. Forme marchandise, abandon de la forme marchandise, retour à la forme marchandise. Il est vrai qu'ici la marchandise elle-même est déterminée de manière contradictoire. Au point de départ, elle est non valeur d'usage. Au point d'arrivée, elle est valeur d'usage pour son saon possesseuse. C'est ainsi que l'argent apparaît d'abord comme le cristal de valeur solide en lequel se transforme la marchandise, pour ensuite se liquéfier et se transformer et n'être plus que sa simple forme équivalent. Et oui, Jamy! Les deux métamorphoses qui constituent le circuit d'une marchandise forment en même temps les métamorphoses partielles inverses de deux autres marchandises. La même marchandise, toile, ouvre la série de ses propres métamorphoses et clôt la métamorphose globale d'une autre marchandise, froment. Au cours de sa première mutation, sa vente, elle joue ces deux rôles en personne. Comme Chrysalide d'or par contre, où elle va elle-même le chemin de toute chair. Elle clôt en même temps la métamorphose d'une troisième marchandise. J'ai pas compris la phrase, la syntaxe était bizarre. Le circuit que décrit la série des métamorphoses de chaque marchandise s'entrelace donc inextricablement avec les circuits des autres marchandises. Le procès global se présente comme circulation des marchandises. La circulation des marchandises diffère non seulement formellement de l'échange immédiat des produits, mais encore essentiellement. Revenons brièvement à ce qui s'est passé. Dans tous les cas, le Tisserand II a échangé toile contre Bible, marchandise à lui contre marchandise d'autrui. Ou à elle d'ailleurs. Mais ce phénomène n'est vrai que pour lui. L'argent biblique, qui préfère le chaud au froid, n'avait lui aucunement l'intention d'échanger toile contre Bible, de même que le tisserand ignore que sa toile s'est échangée contre du froment, etc. La marchandise de B remplace la marchandise de A, mais A et B n'échangent pas leurs marchandises réciproquement. C'est pas du troc, en gros, c'est ce qu'il est en train de dire. Si je comprends bien. Dans les faits, il peut survenir que A et B s'achètent réciproquement l'un une à l'autre, mais ce genre de relation particulière n'est nullement impliqué par les conditions générales de la circulation des marchandises. D'une part, on voit l'échange des marchandises briser les limites individuelles et locales de l'échange immédiat des produits et développer le métabolisme du travail humain. D'autre part, il se développe tout un cercle de connexions sociales naturelles que les personnes qui négocient ne peuvent contrôler. Le Tisserand II ne peut vendre de la toile que parce que les paysans et paysannes, enfin le paysan Anne a déjà vendu du blé
Notre tête folle ne peut vendre la Bible que parce que le tisserand 2 a déjà vendu de la toile. Le bouilleuse de crue ne peut vendre de l'eau de vie que parce que l'autre a déjà vendu de l'eau de vie éternelle. Voilà pourquoi aussi le procès de circulation ne s'éteint pas, contrairement à l'échange immédiat des produits avec le changement de main ou de lieu des valeurs d'usage. La monnaie ne disparaît pas parce qu'elle finit par sortir de la série des métamorphoses d'une marchandise. Elle se précipite toujours en un endroit de la circulation laissé libre par les marchandises. Dans la métamorphose totale de la toile, par exemple, toile argent-bible, la toile est la première à sortir de la circulation. L'argent prend sa place. Suit la Bible, l'argent prend sa place. Le remplacement de la marchandise par de la marchandise laisse la marchandise argent dans la main d'une tierce personne. Note 72 à la 2e édition. Si tangible que soit ce phénomène, l'économiste, notamment le libre-échangiste vulgaris, donc l'économie vulgaire, n'y prête pourtant que rarement attention. La circulation sue en permanence de l'argent. Il n'y a rien de plus niais que le dogme selon lequel la circulation des marchandises impliquerait un équilibre nécessaire des achats et des ventes, toute vente étant achat et vice-versa. Donc là, il défonce complètement Là, il s'oppose carrément à la loi de l'offre et la demande. Si cela veut dire que le nombre des ventes effectivement pratiquées est égal à un même nombre d'achats, ce n'est que pure tautologie. Mais on prétend ainsi démontrer que le vendeuse amène son propre acheteuse au marché. Vente et achat sont sont un seul acte identique en tant que relation réciproque entre deux personnes situées à des pôles opposés. Le possesseuse de marchandises et le possesseuse d'argent. Elles constituent deux actes situés à des pôles opposés en tant qu'action de la même personne. C'est pourquoi l'identité de l'achat et de la vente inclut que la marchandise devienne inutile si, jetée dans la cornue alchimique de la circulation, elle n'en ressort pas comme argent. Elle n'est pas vendue par le possesseuse de marchandises, donc n'est pas achetée par le possesseuse d'argent. Cette identité contient en outre que le procès constitue, s'il réussit, un point de repos, un épisode de la vie de la marchandise de plus ou moins longue durée. La première métamorphose de la marchandise étant à la fois vente et achat. Ce procès partiel est en même temps un procès autonome. L'acheteuse a la marchandise, la vendeuse l'argent, c'est-à-dire une marchandise conservant une forme apte à la circulation, qu'elle réapparaisse tout de suite ou plus tard sur le marché. C'est pourquoi l'identité, elle est constituée de deux actes situés de deux pôles opposés en tant qu'action de la même personne. C'est pourquoi l'identité de l'achat et de la vente inclut que la marchandise devienne inutile si, jetée dans la cornue alchimique de la circulation, elle ne ressort pas comme argent, n'est pas vendue par le possesseur de marchandises, donc n'est pas achetée par le possesseuse d'argent. Cette identité contient en outre que le procès constitue, s'il réussit, un point de repos, un épisode de la vie de la marchandise de plus ou moins longue durée. La première métamorphose de la marchandise étant à la fois vente et achat, ce procès partiel est en même temps un procès autonome. L'acheteuse a la marchandise, le vendeuse l'argent, c'est-à-dire une marchandise conservant une forme apte à la circulation, qu'elle réapparaisse tout de suite ou plus tard sur le marché. Personne ne peut vendre sans qu'une autre personne achète. Mais personne n'est obligé d'acheter immédiatement parce qu'il lui-même vendu. Ah, j'ai pas l'habitude d'improviser l'inclusif comme ça. La circulation fait sauter les limites temporelles, locales et individuelles de l'échange des produits, justement parce qu'elle dissocie l'identité ici immédiatement présente entre la cession de produits de son propre travail et l'acquisition du produit d'autrui, et en fait l'opposition de la vente et de l'achat. Encore une phrase trop longue, je suis désolé. Que les produits qui se font face de manière autonome forment une unité intérieure signifie tout aussi bien que leur unité interne se meut dans des oppositions externes. Quand l'autonomisation externe d'entités non autonomes intérieurement, puisque se complétant mutuellement, atteint un certain point, cette unité se fait valoir de manière violente, par une crise. L'opposition immanente à la marchandise entre la valeur d'usage et la valeur, entre le travail privé qui doit en même temps se présenter comme travail immédiatement social, et le travail concret particulier qui ne vaut en même temps que comme travail abstrait universel, entre la personnification des choses et l'objectivation des personnes, cette contradiction immanente acquiert ses formes de mouvements développés dans les termes contradictoires de la métamorphose de la marchandise. C'est pourquoi ces formes incluent en elles la possibilité des crises, mais seulement leur possibilité. Pour cette possibilité évolue en réalité effective, il faut tout un ensemble de circonstances et de rapports qui, du point de vue de la circulation simple des marchandises, n'existent pas encore du tout.
Très longue note de bas de page 73. Voir mes notes sur James Mills. On a ici deux aspects caractéristiques de la méthode de l'apologie économiste. Premièrement, l'identification de la circulation des marchandises et de l'échange immédiat de produits par simple abstraction de leurs différences. Deuxièmement, la tentative de supprimer par dénégation les contradictions du procès de production capitaliste en réduisant les rapports de ces marchandises. Or, production de marchandises et circulation de marchandises sont des phénomènes appartenant aux modes de production les plus divers, bien que d'étendue et de portée variable. On n'essaie donc rien de la differentia specifica, la différence spécifique, je sais pas pourquoi il met en latin ici, bref, de ces modes de production, et ne peut donc porter aucun jugement sur eux, si l'on ne connaît que les catégories abstraites de la circulation des marchandises qui leur sont communes. Aucune autre science que l'économie politique n'est dominée par une telle façon arrogante d'exploiter les lieux communs les plus élémentaires. Jean-Baptiste Say, JB, par exemple, se targue de pouvoir juger des crises parce qu'il sait que la marchandise est un produit. Ouais, c'est vrai que ça marque de ces... Je dis excusez-le, en fait, je dis pas excusez-moi, c'est vrai. Excusez-le d'avoir fait des phrases trop longues, et c'est à lui de s'excuser à moi parce que je vais avoir des problèmes de... Alors, cela dit, je vais peut-être être balèze en apnée, à force, je sais pas. S'il y a un concours d'apnée, un de ces quatre dans mon coin. Et puis aussi, c'est un peu de ma faute, hein, je devrais me mettre à faire plus de sport et tout, parce que le confinement, pour moi c'est encore le confinement chez moi, donc je devrais quand même trouver le moyen de, je sais pas, aller courir ou marcher longtemps, je sais pas. Bref. L'argent en tant que médiateur de la circulation marchandise acquiert la fonction de moyen de circulation. Fin du petit a. Petit b. Le parcours de la monnaie. Parcours, c'est la traduction de Umlauf, comme c'est écrit en note de bas de page. Le changement de forme au sein duquel s'effectue l'échange de matière des produits du travail, MAM, implique que la même valeur constitue en tant que marchandise le point de départ du procès et revienne en tant que marchandise à ce même point. C'est pourquoi ce mouvement des marchandises est un circuit. D'un autre côté, cette même forme exclut qu'il y ait un circuit de la monnaie. Cette forme a pour résultat un éloignement continuel de l'argent par rapport à son point de départ, non son retour vers ce point. Tant que la vendeuse ne lâche pas la figure transformée de sa marchandise, la monnaie, la marchandise, se trouve au stade de la première métamorphose. On n'a parcouru que la première moitié de la circulation. Lorsque s'est complété le procès de la vente en vue de l'achat, l'argent est de nouveau éloigné des mains de sa savon possesseuse d'origine. Il est vrai aussi que l'argent revient entre les mains du tisserand lorsque celui-ci recommence à vendre de la toile après avoir acheté la Bible. Mais il n'y revient que par la circulation des 20 premières zones de toile qui au contraire l'a éloigné des mains du la tisserand et l'a mis dans celle du la vendeuse de Bible. L'argent ne revient que par le renouvellement ou la répétition de ce même procès de circulation pour de nouvelles marchandises et se termine, dans les deux cas, par le même résultat. La forme de mouvement immédiatement donnée à la monnaie par la circulation des marchandises est donc celle d'un éloignement continuel par rapport à son point de départ. Sa course des mains je sais pas comment on dirait à l'oral point médian, d'un ou d'une possesseuse de marchandises à celle d'un ou d'une autre son parcours, currency, cours de la monnaie. Le parcours de la monnaie montre une répétition continuelle, monotone du même procès. La marchandise se trouve toujours du côté de la vendeuse. L'argent toujours du côté de l'acheteuse, comme moyen d'achat. Il fonctionne comme moyen d'achat dans la mesure où elle réalise le prix de la marchandise. En la réalisant, il transfère la marchandise des mains de la vendeuse à celle de l'acheteuse, tandis qu'il s'éloigne simultanément des mains de l'acheteuse et passe dans celle de la vendeuse, avant d'aller répéter le même procès avec une autre marchandise. Ce qui est caché, c'est que cette forme unilatérale du mouvement de la monnaie provient du mouvement formel bilatéral de la marchandise. C'est la nature même de la circulation des marchandises qui engendre l'apparence inverse. La première métamorphose de la marchandise est non seulement perceptible comme mouvement de la monnaie, mais aussi comme mouvement propre de la marchandise. Sa deuxième métamorphose, elle, est seulement perceptible comme mouvement de la monnaie. Dans la première moitié de sa circulation, la marchandise change de place avec l'argent. Sa figure utile sort ainsi en même temps de la circulation pour entrer dans la consommation. Note 74. Même quand la marchandise est vendue et revendue, phénomène dont nous n'avons pas à nous occuper au point où nous en sommes, quand elle est vendue définitivement, pour la dernière fois,
elle passe de la sphère de la circulation à celle de la consommation, pour y servir de moyen de subsistance ou de moyen de production. Fin de note. Sa figure de valeur ou son masque monétaire prend sa place. Elle ne parcourt plus la deuxième moitié de sa circulation sous sa propre peau naturelle, mais sous sa peau d'or. La continuité du mouvement échoua ainsi entièrement aux côtés de la monnaie, et le même mouvement, qui inclut pour la marchandise deux procès contraires, inclut, comme mouvement propre de la monnaie, un procès toujours identique, son changement de place avec une marchandise chaque fois différente. Le résultat de la circulation des marchandises, remplacement de la marchandise par une autre marchandise, apparaît donc médiatisé non par son propre changement de forme, mais par la fonction de monnaie en tant que moyen de circulation faisant circuler les marchandises, qui par elles-mêmes sont sans mouvement, en les faisant passer de mains où elles sont des non-valeurs d'usage en des mains où elles sont des valeurs d'usage, et ce toujours dans le sens contraire à celui de sa propre marche. Elle éloigne sans cesse les marchandises hors de la sphère de la circulation en se mettant sans cesse à leur place dans la circulation, s'éloignant par là même de son propre point de départ. Si le mouvement de la monnaie n'est donc que l'expression de la circulation des marchandises, cette dernière apparaît à l'inverse comme n'étant que le résultat du mouvement de la monnaie. Note 75. L'argent n'a d'autre mouvement que celui qui lui est imprimé par les productions de l'Eutron, l'Eutrosne, je sais pas comment on dit. Fin de note. D'autre part, la monnaie ne se voit attribuer la fonction de moyen de circulation que parce qu'elle est la valeur autonome des marchandises. Son mouvement en tant que moyen de circulation n'est donc effectivement que le propre mouvement de leur forme. Ils font donc que ce mouvement se reflète aussi de manière sensible dans le parcours de la monnaie. C'est ainsi que la toile, par exemple, transforme d'abord sa forme marchandise en forme argent. Le dernier terme de sa première métamorphose, MA, la forme argent, devient alors le premier terme de sa dernière métamorphose, AM, de sa retransformation en Bible. Mais chacun de ces deux changements de forme s'accomplit par un échange entre marchandises et argent, par leur engagement de place réciproque. Par leur changement de place réciproque. Oh, excusez-moi, je commence à fatiguer. Ce sont les mêmes pièces de monnaie qui parviennent comme figure extériorisée de la marchandise dans les mains de la vendeuse et qui les quittent comme figure absolument aliénable de la marchandise. Elles changent deux fois de place. La première métamorphose de la toile glisse ces pièces de monnaie dans la poche de la tisserande, la deuxième les en fait ressortir. Les deux changements de forme opposés de la même marchandise se reflètent donc dans les deux changements de place en sens contraire effectués par la monnaie. Si n'ont lieu en revanche que des métamorphoses unilatérales de marchandises, que des ventes ou que des achats comme on voudra, le même argent ne changera aussi qu'une seule fois de place. Son deuxième changement de place exprime toujours la deuxième métamorphose de la marchandise, sa reconversion d'argent en marchandise. Dans la répétition fréquente du changement de place des mêmes pièces de monnaie se reflète non seulement la série des métamorphoses d'une seule marchandise, mais plus généralement l'entrelacement des innombrables métamorphoses du monde des marchandises tout entier. Il va de soi par ailleurs que tout ceci n'est valable que pour la forme analysée ici et pour la circulation simple des marchandises. Toute marchandise a ses premiers pas dans la circulation, à son premier changement de forme, sort de la circulation dans laquelle entrent sans cesse de nouvelles marchandises. La monnaie, en revanche, en tant que moyen de circulation, habite en permanence dans la sphère de la circulation et y vagabonde en permanence, d'où la question: combien d'argent cette sphère absorbe-t-elle en permanence? Dans un pays, il s'accomplit chaque jour de nombreuses métamorphoses unilatérales de marchandises, métamorphoses simultanées et donc juxtaposées dans l'espace, ou en d'autres termes uniquement des ventes d'un côté et uniquement des achats de l'autre. Dans leur prix, les marchandises sont déjà des quantas d'argent, quantas déterminés, imaginés. Puisque donc la forme immédiate de la circulation considérée ici oppose de manière toujours matérielle marchandise et argent, la première au pôle de la vente, le second au contre-pôle de l'achat, la masse de moyens de circulation requise par le procès de circulation du monde des marchandises est déjà déterminée par la somme des prix des marchandises. Vous me le dites, hein, si je lis trop vite ou si y a un truc que vous voulez que je relise ou si vous comprenez pas et vous voulez qu'on essaie de comprendre ensemble. Je vois qu'on a déjà... attendez. On est où là? 33... Ah, on est presque arrivé à l'objectif du jour, c'est-à-dire faire à peu près 30-35 pages. On est arrivé à la moitié de notre objectif du jour. Il nous reste 10 à 15 pages à faire. On reprend. De fait, la monnaie ne fait que représenter réellement la somme d'or déjà exprimée idéalement dans la somme des prix des marchandises.
L'égalité de ces sommes est donc évidente. Nous savons que, à valeur constante des marchandises, leur prix varie avec la valeur de l'or, de la matière monétaire, proprement dite, qu'il monte relativement quand elle baisse et baisse quand elle monte. Bon, ça c'était valable qu'à l'époque où l'or constituait les pièces de monnaie. Aujourd'hui, l'argent, la monnaie n'est plus faite d'or, c'est majoritairement du numérique. Passons. Que la somme des prix des marchandises, donc, monte ou baisse, la masse de monnaie en circulation doit monter ou baisser uniformément. Le changement dans la masse des moyens de circulation est imputable ici, il est vrai, non pas à la monnaie dans sa fonction de moyen de circulation, mais dans sa fonction de mesure de la valeur. Le prix des marchandises varie d'abord en raison inverse de la valeur de la monnaie. La masse des moyens de circulation varie ensuite en raison directe du prix des marchandises. On insisterait exactement au même phénomène si ce n'était pas par exemple la valeur de l'or qui tombait, mais l'argent qui l'a remplacé comme mesure de la valeur, ou si ce n'était pas la valeur de l'argent métal qui montait, mais l'or qui le chassait de la fonction de mesure de la valeur. Dans l'un des cas, il faudrait que par rapport à l'or en circulation auparavant, il circule davantage d'argent, dans l'autre, plus d'or par rapport à l'argent en circulation auparavant. Dans les deux cas, la valeur de la matière monétaire, c'est-à-dire la valeur de la marchandise, fonctionnant comme mesure de la valeur, donc l'expression prix des valeurs des marchandises, donc la masse de monnaie en circulation servant à la réalisation de ces prix, se serait modifiée. C'est beaucoup de donc pour pas grand chose, bref. On a vu qu'il y a dans la sphère de la marchandise... Hein? Je dis de la merde là. Excusez-moi. On a vu qu'il y a dans la sphère de la circulation des marchandises un trou par lequel l'or, ou l'argent, bref la matière monétaire, pénètre en elle comme marchandise de valeur donnée. Cette valeur est présupposée dans la monnaie fonctionnant comme mesure de la valeur, donc dans la détermination des prix. Si maintenant, par exemple, la valeur de la mesure de la valeur proprement dite baisse, la valeur de la mesure de la valeur, mais il a fumé quoi Marx là? Mais c'est d'un niveau d'abstraction bon ok. Oh, mais j'adore l'abstrait. Ok, l'abstraction c'est bien, mais trop d'abstraction ça tue l'abstraction là. Si maintenant, bon, je vais lire et puis je suis désolé si vous comprenez pas là, j'y peux rien. Je saurais même pas vous expliquer. Si maintenant, par exemple, la valeur de la mesure de la valeur proprement dite baisse, cela se manifestera d'abord par une variation de prix des marchandises échangées directement aux sources de production des métaux précieux contre ces mêmes métaux en tant que marchandises. Au stade peu développé de la société bourgeoise notamment, on estime encore pendant longtemps une grande partie des autres marchandises à la valeur désormais fictive et surannée de la mesure de la valeur. Toutefois, les marchandises se contaminant mutuellement par leur rapport de valeur mutuelle, les prix en or et en argent des marchandises s'égalisent progressivement dans les proportions déterminées par leur valeur même, jusqu'à ce que toutes les valeurs des marchandises soient estimées conformément à la nouvelle valeur du métal monétaire. Ce processus d'égalisation s'accompagne de la croissance continue des métaux précieux affluent en remplacement des marchandises échangées directement contre eux. C'est pourquoi, dans la mesure même où se généralisent les corrections des prix des marchandises, où leurs valeurs sont appréciées conformément à la nouvelle valeur du métal, valeur déjà réduite et encore en baisse jusqu'à un certain point, il existe déjà une masse supplémentaire de métal nécessaire à leur réalisation. Une observation partielle des faits, qui suivirent la découverte de nouvelles sources d'or et d'argent, a conduit, au XVIIe et surtout au XVIIIe siècle, à la conclusion erronée que les prix des marchandises auraient monté, parce que davantage d'or et d'argent fonctionnaient comme moyen de circulation. Dans la suite, nous supposerons la valeur de l'or donné, tout comme elle l'est effectivement à l'instant de l'estimation des prix. Et salut à toi, Caprica, je suppose que c'est comme ça. Il s'agit de la valeur de la mesure de valeur en tant qu'activité, mise en relation avec la valeur de la marchandise. Enfin, je pense mesurer la valeur d'un objet à une valeur en tant que service. Ok. Ok, ça sera un petit peu plus clair comme ça. Je dois admettre que je vais pas m'embêter à comprendre cette phrase-là en particulier, mais merci de l'éclaircissement. Je profite pour pouvoir un petit peu.
Dans cette hypothèse donc, la masse des moyens de circulation est déterminée par la somme des prix des marchandises à réaliser. Si maintenant nous présupposons également donner le prix de toutes les espèces de marchandises, la somme de leur prix dépendra alors manifestement de la masse de marchandises se trouvant en circulation. On comprendra sans avoir à se casser la tête que 1 quarter de froment coûtant 2 livres sterling, 100 quarters 200 livres sterling, 200 quarters 400 livres sterling, etc. La masse d'argent qui lors de la vente change de place avec le froment doit par conséquent croître avec la masse de ce dernier. En présupposant donner la masse des marchandises, la masse de monnaie en circulation monte et se retire selon les fluctuations des prix des marchandises. Elle est en hausse ou en baisse parce que la somme des prix des marchandises augmente ou diminue par suite de la variation de leur prix. Il n'est nullement nécessaire pour cela que les prix de toutes les marchandises montent ou baissent simultanément. La hausse des prix d'un certain nombre d'articles important dans l'un des cas ou la baisse dans l'autre suffit à élever ou à baisser la somme des prix à réaliser de toutes les marchandises en circulation, et donc à mettre plus ou moins de monnaie en circulation. Que le changement de prix des marchandises reflète de véritables changements de valeur ou de simples fluctuations des prix du marché, l'effet sur la masse des moyens de circulation reste le même. Si un nombre de ventes ou de métamorphoses partielles simultanées, donc juxtaposées dans l'espace sans relation entre elles, par exemple la vente de 1 quarter de froment, de 20 onnes de toile, de une bible, de 4 gallons d'eau de vie, si le prix de chaque article est de 2 livres sterling, la somme des prix à réaliser est donc de 8 livres sterling. Il faut qu'une masse monétaire de 8 livres sterling entre dans la circulation. Si au contraire les mêmes marchandises constituent les maillons de notre série bien connue de métamorphoses, 1 quarter de blé, 2 livres sterling, 20 onnes de toile, 2 livres sterling, une bible, 2 livres sterling, 4 gallons d'eau de vie, 2 livres sterling, les 2 livres sterling font circuler les différentes marchandises de la série les unes après les autres, en réalisant leurs prix les unes après les autres, donc en réalisant aussi les 8 livres sterling de la somme des prix pour aller finalement se reposer dans les mains du la bouilleuse de cru. Ah, je vois qu'il y a pas mal d'activités dans le chat, vous êtes moins sages que d'habitude, dis donc. Non, c'est parce que vous êtes plus nombreux et ça fait plaisir. Il est parti à la retraite maintenant, c'est bon. D'ailleurs, son dernier dessin était le seul compréhensible depuis des mois et des années. Ah, c'était pour dire au revoir, j'imagine. Bref. Enfin à la retraite. Bref. Donc, ces 8 livres sterling accomplissent 4 parcours. Ce changement de place réitéré qu'effectuent les mêmes pièces de monnaie représente le double changement de forme de la marchandise, représente son mouvement à travers 2 stades contraires de circulation et l'entrelacement des métamorphoses de différentes marchandises. Note 76. Ah, une citation de Lotron. Lotron, je me souviens plus très bien comment il parlait, il me semble qu'il parlait comme ça à l'époque. Ouais, il parlait à peu près comme ça. Note 76. Ce sont les productions qui l'argent mettent en mouvement et le font circuler. La célébrité de son mouvement, de l'argent, suppléée à sa quantité. Lorsqu'il en est besoin, il ne fait que glisser d'une main dans l'autre sans s'arrêter un instant. Voilà, j'espère que vos tympans n'ont pas été trop vrillés par cet effet de voix. Mais c'est comme ça qu'il parlait, le trône à l'époque, hein. Je suis désolé, mais bon. Là, pour le coup, je peux à peu près être sûr que c'est la vérité. C'est faux. Bref, on continue. Les phases opposées et complémentaires que ce procès parcourt ne peuvent se juxtaposer dans l'espace, mais seulement se suivre dans le temps. C'est pourquoi ce sont des divisions de temps qui constituent la mesure de sa durée. C'est le nombre de parcours des mêmes pièces de monnaie dans un temps donné qui mesure la vitesse du cours de la monnaie. Supposons que le procès de circulation de nos 4 marchandises dure par exemple 1 jour, la somme des prix à réaliser s'élève donc à 8 livres sterling. Le nombre de parcours des mêmes pièces de monnaie pendant la journée à 4 et la masse de monnaie en circulation à 2 livres sterling, ou encore pour une période donnée du procès de réalisation. Première formule mathématique à peu près complexe, on a somme des prix des marchandises sur nombre de parcours des pièces de monnaie du même nom égale masse de monnaie fonctionnant comme moyen de circulation. On la refait, donc on a une division. La somme des prix des marchandises divisée par le nombre de parcours des pièces de monnaie du même nom, ça donne la masse de monnaie fonctionnée comme moyen de circulation. Il est vrai que le procès de circulation dans un pays, pendant une période donnée, comprend d'une part beaucoup de ventes ou d'achats, ou de métamorphoses partielles, morcelées, simultanées et juxtaposées dans l'espace, au sein desquelles les mêmes pièces de monnaie ne changent qu'une seule fois de place
ou n'accomplissent qu'un seul parcours, et d'autre part de nombreuses séries de métamorphoses plus ou moins développées, en partie juxtaposées, en partie entrelacées, au sein desquelles les mêmes pièces de monnaie effectuent des parcours plus ou moins nombreux. Le nombre total de parcours de toutes les pièces de monnaie de même nom présentes dans la circulation donne pourtant le nombre moyen de parcours de chaque pièce de monnaie singulière, ou la vitesse moyenne du cours de la monnaie. La masse de monnaie jetée au départ dans le procès de circulation quotidien est évidemment déterminée par la somme des prix des marchandises circulant simultanément les unes à côté des autres. Mais au sein de ce procès, les pièces de monnaie sont pour ainsi dire rendues responsables les unes des autres. Si l'une accélère la vitesse de son cours, l'autre s'en trouve paralysée ou bien est complètement éjectée hors de la sphère de la circulation, celle-ci ne pouvant absorber qu'une masse d'or qui, multipliée par le nombre de parcours moyens de son élément singulier, est égale à la somme des prix à réaliser. Si donc le nombre de parcours effectués par les pièces de monnaie croît, leur masse de circulation décroît. Si le nombre de parcours décroît, leur masse croît. La masse de monnaie pouvant fonctionner comme moyen de circulation étant donnée à vitesse donnée, il suffit donc par exemple de jeter une quantité déterminée de billets d'un livre dans la gueule d'un bourgeois, dans la circulation pour en chasser une quantité égale de souverains, artifice que toutes les banques connaissent bien. De même que dans le cours de la monnaie en général n'apparaît que le procès de circulation des marchandises, c'est-à-dire le circuit qu'elles décrivent en passant par des métamorphoses contraires, n'apparaissent dans la vitesse de ce cours que la vitesse de leur changement de forme, l'interaction continuelle des séries de métamorphoses, la hâte du métabolisme, la rapidité avec laquelle les marchandises disparaissent de la sphère de la circulation et son hélico remplacé par de nouvelles marchandises. Dans la vitesse du cours de la monnaie apparaît donc la fluide unité des phases opposées et complémentaires, transformation de la figure utile en figure de valeur et retransformation de la figure de valeur en figure utile, ou encore unité de deux procès, vente et achat. Et à l'inverse, ce qui apparaît dans le ralentissement du cours de la monnaie, c'est la séparation de l'autonomisation contradictoire de ces procès, l'arrêt des changements de forme et donc du métabolisme. Naturellement, la circulation proprement dite ne permet pas de voir d'où provient cette interruption. La circulation ne fait que montrer le phénomène. L'opinion courante qui, quand le cours de l'argent se ralentit, voit l'argent apparaître et disparaître moins souvent à tous les points de la périphérie de la circulation, est encline à chercher l'explication du phénomène. L'argent étant la mesure générale commune à la vente et à l'achat, quiconque a quelque chose à vendre mais ne trouve pas d'acheteuse est immédiatement encline à penser que c'est le manque d'argent dans le royaume ou dans le pays qui est à la source de la mévente de ses biens. D'où les plaintes générales sur le manque d'argent, ce qui est une grande erreur. De quoi ont besoin tous ces gens qui réclament de l'argent à corps et à cri? J'avoue, on leur donne de l'argent et puis on donne un pognon de dingue et puis les gens, dans les minima sociaux, puis les gens ils restent pauvres, c'est con quand même. Le fermier se lamente, il pense, ou la fermière, et elle pense qu'elle pourrait obtenir un prix pour ses denrées si elle avait plus d'argent dans le pays. Ce n'est donc apparemment pas l'argent qui lui manque, mais un prix pour son grain et son bétail qu'il voudrait, mais qu'il ne peut vendre. Pourquoi n'obtient-il pas de prix ? Soit il y a trop de grains et de bétail dans le pays, en sorte que la majorité des gens sur ce marché veut vendre comme lui, et acheter plus. Soit 2, l'écoulement habituel dû à l'exportation est bloqué. Soit 3, la consommation baisse. Par exemple, quand les gens, par pauvreté, ne dépensent pas plus autant pour leurs besoins domestiques que par le passé. Voilà pourquoi ce n'est pas l'augmentation de la quantité d'argent pur et simple qui profiterait aux denrées de fermières, mais la suppression de l'une de ces 3 causes qui jugulent vraiment le marché. Négociants et détaillants négociantes et détaillantes aussi, bien sûr, ont besoin d'argent de la même manière, c'est-à-dire qu'elles ne peuvent écouler les denrées dont elles font commerce, car les marchés sont bloqués. Une nation ne se porte jamais si bien que quand les richesses passent rapidement de main en main. Sir Dudley dans Discourses Open Trade. J'ai connu moi-même personnellement Sir Dudley, je peux vous assurer que cette personne avait cette voix-là. Tous les trucages de Ehrensvand reviennent à dire que les contradictions nées de la nature de la marchandise et qui se manifestent donc dans la circulation des marchandises peuvent être supprimées par une augmentation des moyens de circulation. Cette illusion populaire qui impute les blocages du procès de production et des circulations à un manque de moyens de circulation ne signifie pas d'ailleurs à l'inverse qu'un véritable manque de moyens de circulation, par suite de tripatouillage officiel de la régulation du cours de l'argent par exemple, ne puisse lui aussi provoquer une paralysie.
C'était compliqué. Les 3 conditions réunies de la chute du commerce, donc c'était quoi? Trop de marchandises, blocage de l'écoulement, ouais, et baisse de la consommation, ouais. Selon Sir Dudley, bien sûr. Mais en gros, ce qu'il dit là, Marx, c'est que c'est une illusion de s'imaginer que régler les problèmes de crise du capitalisme inévitable par l'augmentation de la circulation, c'est une illusion en fait. Qui impute les blocages du procès de production, de circulation à un manque de moyens de circulation, ne signifie pas d'ailleurs à l'inverse qu'un véritable manque de moyens de circulation, par-dessus des trépatouillages officiels de la régulation du cours de l'argent, par exemple, ne puisse lui aussi provoquer une paralysie. Enfin, si j'ai bien compris. Après, faut s'accrocher. Hein. Si on veut vraiment tout comprendre bien, faut s'accrocher. Fin de note de bas de page et de citations, etc. On reprend. Le quantum, donc la quantité globale de monnaie fonctionnant comme moyen de circulation pendant chaque période, est donc déterminé d'un côté par la somme des prix des marchandises en circulation, de l'autre par le flux plus ou moins rapide de leur procès de circulation opposé. Flux dont dépend la partie de la somme des prix que les mêmes pièces de monnaie peuvent réaliser. Ah oui, aussi une dernière remarque pour les gens qui se plaignent que c'est dur et tout ça, vous avez raison, c'est très dur. Le truc c'est que là, vous êtes en train de l'écouter, et quand on lit ce genre de bouquin, en général, on est seul, on est dans une, soit en bibliothèque, soit chez soi, dans un bureau, je sais pas quoi, et on a le temps, on peut prendre le temps de relire la phrase si on l'a pas compris, et on a le temps de ressortir un bouquin à côté, genre un dictionnaire ou une encyclopédie qui permet de comprendre une référence et tout. Là, c'est plus compliqué. Quand il y aura les rediffs YouTube, parce qu'il y en a déjà quelques-unes, mais quand il y aura toutes les rediffs YouTube, vous pourrez mettre pause. Pour mettre pause, ouais, et puis relire la phrase plusieurs fois, et puis relire les phrases précédentes et tout. Et voilà, faire des recherches internet et tout. Et surtout, je vous invite même à le lire par vous-même, hein, il est disponible gratuitement. Je peux même vous mettre le lien, attendez. Si je tape... Non, le Capital. Voilà. Cette page internet là, sur Overblog, je vous mets le lien en chat. Voilà. Voilà, normalement il y a les trois premiers livres du Capital, il n'y a pas le 4e je crois, en accès libre, gratuit, la dernière traduction, ils expliquent pourquoi ils préfèrent, les gens qui publient ça préfèrent cette traduction là. Voilà. Si vous voulez lire en même temps que... Si vous voulez lire avec vos yeux en même temps que vous écoutez avec vos oreilles ce que je lis, c'est tout bon, ça vous permet de vous concentrer encore plus. Mais la somme des prix des marchandises dépend aussi bien de la masse que des prix de toutes les espèces de marchandises. Les 3 facteurs, mouvement des prix, masse des marchandises en circulation et enfin vitesse du cours de la monnaie, peuvent toutefois se modifier dans différentes directions et selon différentes proportions. Et la somme des prix à réaliser, donc la masse des moyens de circulation qu'elle implique, peut passer ainsi par de très nombreuses combinaisons. Nous n'énumérons ici que les plus importantes dans l'histoire des prix des marchandises. À prix des marchandises constant, la masse des moyens de circulation peut croître parce que la masse des marchandises en circulation augmente ou que la vitesse du cours de la monnaie diminue, ou encore que les deux facteurs agissent ensemble. Inversement, la masse des moyens de circulation peut diminuer avec une diminution de la masse de marchandises ou augmenter ou une augmentation de la vitesse de circulation. Excusez-moi. Lorsque les prix de marchandises montent de manière généralisée, la masse des moyens de circulation peuvent rester constante. Si la masse des marchandises en circulation diminue dans la proportion où leur prix augmente, ou si la vitesse du cours de la monnaie augmente aussi rapidement que la hausse des prix, tandis que la masse des marchandises en circulation reste constante. La masse des moyens de circulation peut chuter parce que la masse des marchandises augmente plus rapidement ou que la vitesse du cours diminue plus rapidement que les prix. Lorsque les prix des marchandises baissent d'une manière généralisée, la masse des moyens de circulation peut rester constante si la masse des marchandises croît dans la proportion où leur prix baisse. Je vais lire plus lentement parce que faut réussir à s'imager un peu le truc, se l'imaginer. Lorsque le prix des marchandises baisse d'une manière généralisée, la masse des moyens de circulation peut rester constante si la masse des marchandises croît dans la proportion où leur prix baisse,
ou si la vitesse du cours de la monnaie diminue dans la même proportion que les prix. Donc en gros, il est juste en train de dire augmentation de marchandises, ça peut correspondre à augmentation des marchandises et diminution du prix à valeur égale. La masse monétaire peut rester la même. Voilà, c'est à peu près ça qu'il veut dire, je crois. Elle peut croître si la masse des marchandises croît plus rapidement, ou si la vitesse de circulation diminue plus rapidement que la baisse des prix des marchandises. Les variations des différents facteurs peuvent se compenser réciproquement, en sorte que malgré leur instabilité continuelle, la somme globale des prix des marchandises à réaliser reste constante, et donc aussi la masse de monnaie en circulation. C'est pourquoi notamment quand on observe des périodes de quelques longueurs, on rencontre dans tous les pays un niveau moyen de la masse de monnaie en circulation beaucoup plus constant, et exception faite des fortes perturbations qui proviennent périodiquement des crises du commerce et de la production, et plus rarement d'un changement de valeur de la monnaie proprement dite, des écarts par rapport à ce niveau moyen beaucoup plus faibles que ceux qui auraient pu escompter de prime abord. Voilà. La loi selon laquelle la quantité des moyens de circulation est déterminée par la somme des prix des marchandises en circulation et par vitesse moyenne du cours de la monnaie peut aussi s'exprimer de la manière suivante. La somme des valeurs des marchandises et la vitesse moyenne de leur métamorphose étant donnée, la quantité de monnaie ou la quantité de matière monétaire en circulation dépend de sa propre valeur. Note de bas de page 78. Une certaine mesure et une certaine proportion de la quantité d'argent sont nécessaires à la bonne marche du commerce d'une nation. Trop ou trop peu y porterait préjudice. Tout comme le commerce de détail requiert une certaine proportion de farthings pour changer des pièces en argent et effectuer les paiements ne pouvant être faits avec ces pièces, même les plus petites. De même que la proportion du nombre de farthings requis par les échanges dépend du nombre des acheteuses, la fréquence de leur échange et surtout principalement de la valeur de la plus petite pièce d'argent, la proportion de monnaie, pièces d'or et d'argent, requise par notre commerce sera déterminée par la fréquence des échanges et par la somme des paiements. William Petty, A Treaties on Taxes and Contributions, Londres 1667. Dans sa Political Arithmetic, Londres 1774, A. Young défend la théorie de Hume contre G. Stewart. On y trouve un chapitre à part. Les prix dépendent de la quantité de monnaie, dans la contribution, etc. Je remarque ceci. Longue citation. Adam Smith écarte implicitement la question de la quantité de pièces en circulation en traitant l'argent comme une marchandise pure et simple, ce qui est complètement faux. Cela n'est valable que lorsque Smith parle de l'argent ex officio, je sais pas ce que ça veut dire, par endroit néanmoins, par exemple, dans la critique des systèmes antérieurs de l'économie politique, il présente la chose correctement. Je reprends cette voie-là. La quantité de pièces de monnaie est réglée dans tous les pays par la valeur des biens qu'elle doit faire circuler. La valeur des biens achetés et vendus pendant l'année dans un pays requiert, pour qu'ils circulent et soient distribués à leurs consommateurs proprement dit, une certaine quantité d'argent, mais il n'y a pas d'utilisation pour une quantité supérieure. Le canal de la circulation attire à lui nécessairement une somme suffisante pour le remplir, et ne tolère rien au-delà. Wealth of Nation. De la même façon, l'œuvre d'Adam Smith s'ouvre ex officio. Aïe, pardon, excusez-moi, j'ai le hoquet. S'ouvre ex officio par une apothéose de la division du travail. Par la suite, dans le dernier livre consacré aux sources du revenu de l'État, il reproduira à l'occasion la dénonciation que fait son maître A. Ferguson de cette même division du travail. Fin de note de bas de page. L'illusion selon laquelle, inversement, les prix des marchandises seraient déterminés par la masse des moyens de circulation, et ces derniers finalement par la masse de matière monétaire existant dans un pays, trouve sa racine dans ses premiers représentants dans l'hypothèse inepte que les marchandises entrent sans prix et l'argent sans valeur dans le procès de circulation où s'échange alors une part aliquote de la bouillie de marchandises contre une part aliquote de la montagne de métal. Alors, on a deux notes de bas de page, dont une qui dépasse carrément et qui déborde sur l'autre page. Voilà, une note de bas de page qui fait une page. C'est génial. Et on a
presque fini. On peut essayer d'arriver jusqu'à là, jusqu'au sous-chapitre 3. On aura fait un petit peu moins de 30 pages. On aura fait un petit peu moins de notre objectif, mais on sera un petit peu en retard sur le temps. Faut dire que c'est... Faut dire que c'est compliqué. Ou alors on s'arrête là, assez le numéraire, parce que là on commence ça commence à être tard quand même. Ça commence à se faire tard. Ah, Revolution Remake qui donne une explication. Ex officio, c'est l'argument d'autorité, expression latine employée pour décrire un rang ou les privilèges directement obtenus par la situation d'un ou d'une individu ou par le poste qu'elle occupe. Se réfère au pouvoir qui est bien que non obtenu par un protocole officiel et directement induit par la fonction exercée. Ok. Bon, les 2 notes de bas de page. Et on verra après si on les déterre pour aller jusqu'au sous-chapitre 3. Note de bas de page 71, encore une citation. Le prix des choses s'élèvera certainement dans chaque pays à mesure qu'augmentera la quantité d'or et d'argent dans la population, et conséquemment dans n'importe quel pays où l'or et l'argent diminuent. Le prix de toutes les marchandises baisseront proportionnellement à cette diminution de monnaie. Jacobs van der Liet, et je me rends compte que j'ai pas mis mon effet de voix, donc j'ai juste eu l'air pète. Voilà. Une comparaison plus attentive entre van der Liet et les essais de Hume ne laisse pas planer le moindre doute pour moi quant au fait que Hume connaissait cet écrit, d'ailleurs important, de van der Liet, et qu'il en faisait usage. On trouve aussi chez Barbon et chez d'autres écrivains et écrivaines plus anciennes cette idée que la masse des moyens de circulation détermine les prix. Ah, on va pouvoir mettre un effet pour de vrai cette fois. Voilà. Il ne peut résulter, dit Van der Liet, aucun inconvénient d'une liberté absolue du commerce, mais au contraire un très grand avantage, car si l'argent comptant d'une nation s'en trouve réduit, ce que cherche précisément à empêcher les mesures prohibitives, les nations où s'écoulera cet argent liquide devront bien constater que le prix de toutes les choses augmente dans les mêmes proportions, ou aura augmenté chez elles la quantité d'argent comptant. Et nos produits manufacturés et toutes les autres marchandises seront bientôt si peu chers que la balance commerciale s'inclinera de nouveau en notre faveur, et qu'ainsi l'argent reviendra en abondance. Eh oui, Jamy. Eh oui, Jamy. Note 80. Que chaque espèce de marchandise constitue par son prix un élément de la somme des prix de toutes les marchandises en circulation, cela est évident. En revanche, on ne voit absolument pas comment des valeurs d'usage, incommensurables les unes avec les autres, peuvent s'échanger en masse, contre la masse d'or ou d'argent qui se trouve dans un pays. Si l'on réduit l'ensemble des marchandises à une seule marchandise globale, dont chaque marchandise ne constituerait qu'une partie aliquote, on obtient cette superbe équation marchandise globale égale x quatron d'or. Marchandise A égale telle partie aliquote de la marchandise globale égale même partie aliquote de x quatron d'or. C'est compliqué. Montesquieu exprime ceci non sans naïveté. Ah, quelle voix il avait Montesquieu? Quelle voix qu'il avait Montesquieu? La voix de technicien de Risongule. Ah oui, bon, c'est juste une voix un peu plus aiguë en fait. Mais de meilleure qualité que juste Audacity ou quoi. Alors ça va être cette voix-là, j'aime bien cette voix-là. Si l'on compare la masse d'or et de l'argent qui est dans le monde avec la somme des marchandises qui y sont, il est certain que chaque denrée ou marchandise en particulier pourra être comparée à une certaine proportion de l'autre. Supposons qu'il n'y ait qu'une seule denrée ou marchandise dans le monde, ou qu'il n'y en ait qu'une seule qui s'achète, et qu'elle se divise comme l'argent. Cette partie de cette marchandise répondra à la masse de l'argent, la moitié du total de l'une à la moitié du total de l'autre, etc. L'établissement du prix des choses dépend toujours fondamentalement de la raison du total des choses au total des signes. Pour les développements donnés à cette théorie par Ricardo, son élève James Mill, Lord Overstone, etc., Monsieur John Stuart Mill parvient, avec la logique éclectique qui lui est si familière, à embrasser à la fois l'avis de son père John Mill et l'avis opposé. Si l'on rapporte le texte de ses Principles of Political, John J. Mill est l'avis opposé. Si l'on rapporte le texte de ses Principles of Political Economy, ah d'accord, j'ai fait de la merde, à la préface, première édition, dans laquelle il se présente lui-même comme l'Adam Smith de notre époque, rien que ça, on ne sait si l'on doit plus s'extasier sur la naïveté du personnage ou sur celle du public disposé à le reprendre sans sourciller sur cet Adam Smith, avec lequel il se comporte à peu près de la même manière que le général William Carse de Carse envers le duc de Wellington.
Les recherches personnelles, au demeurant peu étendues et peu instructives qu'a faites Monsieur John Stuart Mill dans le domaine de l'économie politique, se trouvent toutes rangées en ordre de bataille dans la mini-publication qu'il a fait paraître en 1844, Some Unsettled Questions of Political Economy. Locke, quant à lui, établit sans détour le lien entre l'absence de valeur de l'or et de l'argent et la détermination de leur valeur selon leur quantité. Excusez-moi, mon accent normand il ressort quand je suis fatigué, j'y peux rien. J'ai compris que j'étais pas d'accord, mais pas plus. Bah après, de pas être d'accord avec des philosophes des Lumières, c'est pas compliqué. Hein. C'était il y a 500 ans au moins, donc... non, c'était à 1700, donc plutôt 250 ans. Citation de Locke. Alors, Locke, il avait une voix un peu pareille, il avait une voix comme ça. Locke a dit « Les hommes s'étant mis d'accord pour conférer à l'or et à l'argent une valeur imaginaire, la valeur intrinsèque que l'on perçoit dans ces métaux n'est rien d'autre que leur quantité. Some consideration, etc. » 1777. Voilà. Alors on est arrivé au petit C,